il fonctionne et tout, c'est quand même super. Alors, en effet, je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous. J'espère que vous êtes aussi très heureux d'être ici. Ça s'est bien passé ce matin? C'est chouette. Ce que je voudrais faire avec vous, c'est, comme on est après déjeuner, j'aime bien faire des petites expériences après déjeuner pour voir si on est toujours bien connecté, si on a bien connecté nos deux parties du cerveau. Alors, on va essayer quelque chose. Alors, vous m'entendez là comme ça? Hop. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon? Alors, vous avez besoin de vos deux mains. C'est possible? Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper une fois dans nos mains, d'accord? Mais tous ensemble. OK? Vous êtes prêts? C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Vous voulez qu'on réessaye? On peut peut-être faire mieux, bougez pas. Vous êtes prêts? C'est bon, ça. C'est très, très bon. J'aime beaucoup. Alors, maintenant que vous êtes fort avec les mains, on va essayer avec les pieds. Plus difficile avec les pieds. Plus difficile. Alors, vous n'allez pas taper vos deux pieds ensemble, parce que c'est trop difficile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. D'accord? On tape deux fois au sol. OK? Mais tous ensemble, hein? Si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever. C'est plus facile, hein, mais... Prêt? Pas mal. Alors, tous ensemble. On est prêts? Notez bien, là. On va faire mieux. J'adore. Alors, on va combiner les deux mouvements. Moi, je trouve que c'était une bonne idée. Vous avez entendu, là? Moi, je trouve que c'était une bonne idée. On le fait? On est prêts? Pas mal, hein? Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Bravo! Il ne faut pas que j'oublie ce truc. Parce que sinon, dans l'amphi, ils ne vont pas nous entendre, ils vont tous arriver ici. Alors, comment ça se passe? Du coup, j'ai besoin de mes deux mains, c'est très facile. Alors du coup, c'est quel est votre véritable pouvoir? Mais alors, pour pouvoir parler de ça, il faut que je vous raconte une histoire d'abord. Et cette histoire, c'est Valérie. Valérie, elle vient de prendre la direction de projet pour un site de commerce électronique dans le domaine du luxe. Elle est dans une agence prestigieuse et c'est quand même super. Ça fait quelques mois qu'elle travaille sur le projet. Ça se passe plutôt bien. Et en même temps, elle commence à être un petit peu inquiète parce qu'il y a une date très très importante pour le client qui approche et en fait, c'est pas facile parce qu'on lui demande de mettre de plus en plus de choses avant la deadline et c'est compliqué quand même. C'est compliqué. En fait, c'est même plus que compliqué. Commence à se demander comment ils vont pouvoir faire. Je crois que même on pourrait dire qu'elle est désespérée. C'est pas facile. Alors évidemment, ça fait plusieurs mois qu'elle travaille, donc ils ont déjà 250 pages de spec qui décrivent particulièrement bien tout ce qu'il va falloir livrer. Ces spécifications constituent un excellent contrat qu'ils ont avec le client, et donc ils se sont engagés à livrer exactement tout ce qui était dans les specs pour une date qui est extrêmement importante pour le client avant les fêtes de fin d'année. Donc tout est prêt pour le succès. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que les pénalités de retard sont vraiment démesurées et ça fait vraiment transpirer le directeur général de l'agence. Et ça se ressent un peu dans l'équipe. Et au début, ils ont bien vu qu'une bonne pratique, dans ces cas-là, c'est d'ajouter du monde. C'est d'ajouter des gens dans l'équipe. Mais il y a quand même une limite, quoi. Et même avec leur budget, ils sentent bien que c'est compliqué d'avoir beaucoup de monde dans une équipe. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Valérie est tombée sur ce bouquin, et là, elle se dit quand même, c'est une super promesse. Je peux faire 2 fois plus de travail en 2 fois moins de temps. Donc elle a commencé à faire quelques recherches sur le sujet, et on a fini par lui recommander quelqu'un qui pourrait vraiment l'aider là-dessus. Et c'est Joël. Et Joël, il est super bon. Il a une réputation excellente d'avoir sauvé des projets qui étaient vraiment en difficulté. Donc, il y a quelque chose à faire. Donc elle rencontre Joël, ça se passe un vendredi après-midi, pour voir si c'est vraiment la bonne personne. Et elle a une excellente discussion avec Joël, ça se passe vraiment bien. Joël commence à sentir qu'il y a quand même 2-3
choses qui vont être un peu compliquées, surtout sur leur façon de gérer ce qu'elle appelle les exigences. Et il se dit, bon, pour commencer à l'aider, il lui présente un petit peu comment ça fonctionne. C'est quoi l'agile? C'est quoi ce qu'elle veut faire, en fait? Et donc, il lui décrit rapidement. Alors, vous reconnaissez tout ça parce que vous êtes à l'Agile Tour. Donc, déjà, ce matin, vous savez traiter tout ça. Donc, il lui présente rapidement ce que c'est que l'Agile pour lui. Et surtout, il essaye de lui expliquer ce que c'est qu'une user story, ce que c'est qu'un backlog et c'est quoi le concept d'itération, c'est quoi un sprint, pourquoi on fait ça. Et là, Valérie, elle est convaincue, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Alors là, elle est vraiment enthousiaste. Et là, c'est un vendredi soir pas comme les autres. Là, elle part et elle sait qu'ils ont vraiment leur chance. C'est quand même génial, ça. C'est quand même génial, ça. Et Joël le sent bien, il a vraiment un très bon contact avec elle. C'est vraiment génial. C'est top, non? Alors, Valérie revient le lundi matin, elle est ultra excitée, ultra enthousiaste. C'est là, il faut vraiment le faire, quoi. Pendant le week-end, elle a créé 250 user stories qu'elle a mis dans une spreadsheet. Elle a déjà fait toute l'évaluation en points, en prenant un point égale un jour homme. Elle a mis toutes les références des pages de spec pour chaque user story. Elle est prête, elle est au taquet. Elle veut savoir comment on va faire pour mettre les user stories dans quel sprint et qui va les faire. Et comme ça, pour voir quand est-ce que le projet est terminé. Alors Joël, comment dire? Alors, vous connaissez les 3C? Ron Jeffries, ça vous parle? Alors, vous savez que une user story, c'est pas tout à fait ça. C'est plus une carte qui capture une conversation et une confirmation. C'est vraiment une conversation. Alors, il ne doute pas que Valérie a eu beaucoup de conversations avec elle-même durant le week-end, mais il voit bien qu'il y a un truc qui a raté un peu quelque part. Et c'est un peu l'histoire de l'agile, en fait, non? Vous connaissez l'histoire. On vous l'a déjà fait, l'histoire, non? On va le refaire rapidement, parce que personne n'a levé la main en disant oui, donc on le fait. Dans les années 90, on voit l'émergence de méthodes légères pour développer des logiciels. On parle de développement de logiciels ici. Et à la fin de cette phase d'émergence, on va avoir des gens qui vont se réunir et qui vont écrire le manifeste agile. Qu'est-ce qu'ils font en fait à ce moment-là? C'est des gens qui ont travaillé à définir ces méthodes dans les années 90. Et ce qu'ils regardent, c'est les points communs de toutes les méthodes qu'ils ont élaborées. Et ils se disent, en fait, nos points communs, c'est ça en fait. Nous, ce qu'on fait, le groupe là qui va signer le manifeste à l'origine, c'est on découvre des façons de mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. C'est ça le manifeste. Et après cette phase d'émergence, qu'est-ce qui se passe? On a une phase de productisation. Parce que ça génère de l'envie, ça génère une envie de faire ça. Là, ça a l'air quand même, c'est une promesse incroyable. Et donc on a une phase de productisation, et comme toute phase de productisation, on définit des produits pour les gens qui veulent être agiles, qui veulent faire de l'agile. Et des produits, on définit des produits en fonction de vos moyens, c'est quand même simple. Donc quelle que soit l'échelle, quelle que soit la monnaie, il va y avoir des produits pour tout le monde, tous les niveaux de l'échelle. Alors ça peut être un article de blog, ça peut être un livre, ça peut être une formation, ça peut être une certification, ça peut être une transformation agile sur les 5 continents, ça peut être tout ce que vous voulez, je peux tout vous vendre. Et ce qui est génial avec la productisation, c'est que c'est des produits qui sont faits pour les gens qui veulent changer, qui veulent faire autre chose. C'est génial. Je vous sens pas hyper enthousiaste sur la productisation, non? Marrant? Bon. Vous savez ce que c'est, ça? Vous êtes vachement impressionnant quand même. Hein. Alors, Alistair Cockburn, il utilise souvent cette référence-là, en disant que le parcours de l'agilité, c'est un petit peu comme les arts martiaux. Au début, c'est chou. Alors, chou, c'est quoi? Alors, c'est pas parce qu'on est dans les choux, hein, c'est suivre, comprendre, transcender. Alors, au début, on suit la méthode. Et après, on comprend, et après, on transcende.
Le truc que l'on peut voir, c'est que ce n'est pas forcément facile de suivre la méthode. Ça dépend un petit peu comment on vous l'a enseigné. Et comprendre, dans le Chouari, c'est pas comprendre la méthode. Hein. Ça, c'est trop facile. Comprendre, c'est comprendre ce qui est en dessous de la méthode. C'est pourquoi on a fait cette méthode. Pourquoi on a ces outils, pourquoi on a ces pratiques. C'est comprendre ce qui est en dessous. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Bah souvent, c'est perdu. On a perdu dans la traduction quelque part. Alors, sous les outils et les pratiques, ce qu'il y a, c'est des principes et des valeurs. Dans le chou, on utilise les outils et les pratiques, pas juste pour le résultat. Hein. On utilise les outils et les pratiques pour comprendre les principes et les valeurs sous-jacentes. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que ce que ça va toucher, c'est nos croyances. Alors on le sait que ça touche nos croyances. Hein. Vous savez comment on le sait? Parce qu'on a une légère tendance à réagir quand on touche nos croyances. Si vous me faites faire un truc et moi je pense que c'est pas vrai, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire, si je crois vraiment qu'il y a une autre façon de faire, non, je vais réagir. J'aurai une réaction, je vais ressentir quelque chose. Ça va me tirailler un peu. Quelqu'un il m'a dit, moi j'aimerais bien savoir comment on traite la résistance au changement. Je suis d'accord. Je pense que là, si vous me faites faire un truc, ça heurte mes croyances, je vais vraiment bien résister. Là. Mais je suis super bon en résistance. Donc. Je peux vous donner des conseils de résistance après. Et on est tous bons à ça. On est super bons à ça. Donc, si on a des outils et des pratiques, pour les débutants, c'est super utile pour qu'ils puissent comprendre les principes et les valeurs. Ça va leur permettre de remettre en cause leurs croyances. Et quand ils remettent en cause leurs croyances, ils changent. Ils changent, ils se disent, oui, attends, en fait, je le croyais là. Et en fait, j'ai pu expérimenter, par la pratique, et on est dans les autres à le faire, qu'on pouvait faire autrement. Et maintenant, ce que je crois être la vérité, ma nouvelle carte du monde, elle est enrichie d'autres choses. Et maintenant, je sais que je peux faire autrement. Donc mon potentiel, il vient de changer. C'est génial. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça. Suivre, comprendre, mais comprendre pas juste la méthode, comprendre ce qu'il y a en dessous, transcender. Parce qu'après, une fois que j'ai compris, c'est bon, je peux inventer ma propre façon de faire. Parce que là, maintenant, j'ai plus de limites. J'ai compris les principes et les valeurs. Mes croyances, elles sont alignées avec ça, donc je sais. Donc je peux inventer des nouveaux outils, des nouvelles pratiques qui sont exactement dans l'esprit, qui vont vraiment m'aider, qui vont m'aider vraiment dans mon contexte. C'est génial, non? C'est pour ça que c'est super la phase de productisation, parce qu'on a des produits qu'on peut utiliser pour permettre aux gens de comprendre les principes et les valeurs sous-jacentes. Alors, qu'est-ce que peut faire Joël dans notre histoire? Vous vous rappelez, lui, il a expliqué sûrement très très bien, et il a eu ça. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors moi, je vous pose la question, que fait Joël? Pour moi, il a 3 choix. Il peut féliciter Valérie. Après tout, elle a fait du travail. Il peut démissionner en se disant, bon, ça pue ici, ça va être facile, c'est ça. Je vais sûrement me trouver une autre mission ailleurs, ce sera très bien. Ou il peut la recadrer. C'est pas de l'agile, ça. C'est n'importe quoi, ce qu'elle fait, là. 2 claques, hop, on réaligne et on y va, quoi. On va pas la laisser faire du faux agile, là. C'est quoi cette histoire? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va jouer à lever la main. Alors, comme j'ai une mémoire absolue, je sais exactement si vous avez déjà voté. D'accord? Et je sais si vous n'avez pas voté. Donc, vous êtes obligé de choisir. Donc, vous allez devoir choisir 1, 2 ou 3. Donc, alors, qui est pour féliciter Valérie? Ok. On va m'expliquer quand même. Hein. Bon, qui est pour démissionner, prendre tout son courage à 2 mains et aller ailleurs? Ok? Et au moins, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Bon, qui est pour recadrer Valérie, là? C'est pas de l'agile, cette histoire-là.
Ok, bah, on a une bonne distribution dans la salle, hein, je trouve, de tous les choix. Bah alors, qu'est-ce qu'il a fait, Joël? Parce qu'on n'est pas tous d'accord, là. Hein. Il faudrait qu'on fasse 3 conférences, on divise la salle en 3 et on fait la fin de l'histoire en fonction de chacun. Ce serait pas mal. On a du temps. On a combien d'heures? 5 heures? Donc la première heure, on va la faire sur le premier choix. On va dire que ce que Joël a fait, ce qu'il a félicité Valérie. La deuxième heure, on la fera sur le deuxième choix. Et la troisième heure, on attaquera le troisième choix. Ça vous va? Alors, il a félicité Valérie. Félicité Valérie. Pourquoi il fait ça? Ben, en fait, c'est quand même super rare de tomber dans une organisation où on a quelqu'un qui est motivé pour essayer quelque chose de nouveau. Qui est prêt à se dire, ça fait 15 ans que je bosse, j'ai toujours bossé comme ça, et là, en fait, ce que tu me dis, ça a l'air de faire du sens, ben j'ai envie de l'essayer. Et qu'à ce niveau d'enthousiasme-là, de se dire, ben, je vais l'essayer, je vais vraiment l'essayer, quoi. J'y vais, là. J'y vais au point d'y consacrer mon week-end. C'est super rare d'avoir ce niveau d'enthousiasme et d'énergie. Et donc, il dit, top. Et alors, celui qui ne va pas féliciter complètement, c'est lui-même, parce qu'en fait, il se dit, bon, peut-être que dans mon explication, j'ai pas été super clair. Et finalement, c'est normal. Moi, j'ai expliqué les choses à mon niveau, avec ma compréhension, et puis les autres, ils ont compris autre chose. Mais c'est pas si grave, c'est normal. Donc, une fois qu'on a admis que c'était normal, du coup, on peut réexpliquer un peu différemment. Réexpliquer dans le but de faire comprendre les principes et les valeurs sous-jacentes. Alors, Joël, il lui dit, en fait, c'est pas grave. Dans sa tête, il vient de déclencher un chrono. Il lui dit, tu sais, je t'ai parlé d'itération. Vous m'avez dit qu'une semaine, c'était trop court. 2 semaines, c'est bien. Ça me va. Ça veut dire que dans les 2 prochaines semaines, on va se préparer. Et dans 2 semaines, on va commencer à travailler un peu différemment. Mais là, on se met 2 semaines de préparation. C'est bien pour nous. Et du coup, ce que j'aimerais faire, c'est commencer par le début. C'est quoi le début? Quand on construit une maison, c'est quoi le début? Par quoi on commence si on veut construire une maison? Voilà. On commence par les fondations. Vraiment. On commence par les fondations. En fait, quand on commence à construire une maison, ça commence par une conversation, en fait. Tout commence par une conversation. C'est là que ça commence. Et donc, Joël dit, moi, j'aimerais bien rencontrer en one-on-one toutes les personnes de l'équipe. Alors, Valérie est enthousiaste, elle dit, ok, d'accord, je comprends, pas de problème, je vais t'organiser tous les rendez-vous. Il dit, non, ne t'inquiète pas, j'ai pas besoin. À la fin du meeting de toute l'équipe, j'ai préparé un panneau, je demanderai à tous d'écrire leur nom sur un post-it et de prendre un créneau. Alors, Valérie est un peu surprise, parce que d'habitude, c'est elle qui organise tout, et généralement, on la paye quand même très très bien pour organiser tout. Et elle voit ce truc se dérouler en même pas une minute, et forcément, elle discute avec Joël de ça. En fait, toutes les pratiques, tous les outils que Joël va mettre en place, ils vont avoir une discussion à propos de ça, pour comprendre ce qu'il y a en dessous. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme c'était prévu, si on ne comprend pas l'enseignement sous-jacent, c'est soit l'outil ou la pratique n'était pas bonne, elle n'était pas bonne dans le contexte à ce moment-là, et donc ça vaut le coup d'en discuter. Ou si ça fonctionne, ça vaut le coup d'en discuter, parce qu'il y a quelque chose à apprendre là, sur une équipe qui est capable de s'organiser si on crée les conditions pour qu'elle le fasse. Alors comment ça se passe, les one-on-one? Parce que maintenant, vous avez compris que Joël, ce qu'il veut faire, c'est discuter des croyances de chacun. Les one-on-one, c'est facile, il discute avec chacun des personnes, et lui, il se balade avec une petite feuille en papier, avec des petits micro-post-it posés sur la feuille, qui sont organisés comme ça. Alors vous reconnaissez, c'est un tableau Kanban, on voit le flux de travail, c'est ce qui est à faire, ce qui est en cours, et puis ce qui est terminé. Et puis, il va discuter des différents éléments qui sont dessus. Et donc, il discute avec les gens. Il leur présente de quoi on va discuter dans ce one-on-one. Il va y avoir un icebreaker, et puis ensuite, on va parler de notre expérience professionnelle. On va parler, c'est-à-dire chacun des deux va parler de son expérience professionnelle, chacun des deux va parler de son expérience de l'agile, et puis ainsi de suite. Puis ensuite, ensemble, on formulera 3 vœux pour l'équipe, pour l'entreprise, pour le projet, pour quelque chose. Et ils font ça ensemble. Puis en fait, ce que va faire Joël très vite, c'est qu'il va laisser les personnes déplacer les post-it sur le board et vivre ce que ça fait de mettre quelque chose dans terminé. C'est pas bête, hein? C'est un petit truc quand même. Bouger un ticket dans terminé, c'est pas grave, non?
Mais en fait, le fait de le vivre, le fait de voir le flux et le fait d'être acteur de ça, bah, ça change un peu les choses. Les gens, on ne leur dit pas, vous allez faire un tableau, parce que le chef, il veut. Ils vont faire un tableau parce que, pour eux, ça devient quelque chose d'intéressant. C'est un outil qu'on peut utiliser. Mais il ne leur dit pas, on va faire un tableau demain. Hein. Ce qu'il veut voir, là, c'est ce qu'on nomme la première valeur du manifeste, c'est bah, les interactions entre les personnes, c'est important. Bah, si c'est important, alors investissons un peu de temps. Là, il fait ça, il va découvrir des tas de choses sur les gens, sur leur passion, sur comment ils travaillent. Plutôt passionnant. Ce qui commence par une conversation, c'est apprendre l'équipe. Apprendre l'équipe, c'est important. Alors après, Joël, lui, il est à fond, hein, et il dit à Valérie, moi j'aimerais bien rencontrer le client. Lui, tu sais, on est dans le luxe, le client, ils ont tous un peu pris le melon, je suis pas sûr que ça... Il dit, si, j'insiste, j'aimerais bien rencontrer le client. Et donc, il rencontre le client, ils discutent. Et lui, ils ont tout dit, et en plus, ils aiment plus trop avoir des meetings avec nous, parce qu'après 4 mois à faire des specs, ils en ont un peu marre de venir nous voir. Et puis, ok, bon, bah, on essaie d'aller les voir, de discuter un peu avec eux, juste pour expliquer ce que je fais, ce que je veux faire avec eux. Et quand Joël les rencontre, il se rend compte qu'il y a vraiment 4 groupes différents de clients. Il y en a qui s'intéressent vraiment à l'univers de la marque, il y en a qui s'intéressent au contenu, il y en a qui s'intéressent aux produits, au catalogue, et puis il y en a qui sont vraiment ultra techniques, qui sont les garants de toute la technologie qui est utilisée dans l'entreprise. Donc, il se dit, bah, en fait, finalement, il y a 4 groupes assez cohérents. Et dans notre équipe qui est déjà beaucoup trop grande, parce qu'elle est bien plus grande que 5 ou 7 personnes, bah, on pourrait presque faire 4 groupes qui ressemblent à ces groupes des clients. C'est plutôt intéressant. Donc il en discute avec Valérie, elle lui dit, ouais, bah, c'est pas mal, c'est intéressant. Et c'est ce qu'ils font. Ils s'organisent pour faire ça. Et après, il lui dit donc, t'es prête? Je te rappelle, on a dit des sprints de 2 semaines, et au bout des sprints, on livre pour avoir du feedback ce qu'on a préparé pour chacun de ces groupes. Il dit donc, la prochaine date, c'est le prochain mercredi, et puis le mercredi suivant, dans 15 jours. On livre, on montre au client, on a du feedback. Alors là, Valérie, elle négocie un petit peu, elle lui dit non. Le client, il a vraiment marre de venir nous voir, donc la première, on ne le fait pas avec le client. On regarde si ça marche. Parce que je doute qu'on puisse livrer quelque chose. Quand même. OK ? Et donc, ils testent. Au déjeuner, au petit-déj du mercredi, où ils vont faire les livraisons et démos, ils testent entre eux. Et en effet, chaque équipe va montrer quelque chose qu'ils ont fait. Et en fait, c'est super intéressant pour les autres équipes qui se rendent compte des liens qu'il y a entre tout ça. Ce qu'ils sont en train d'apprendre, c'est à livrer quelque chose d'utile. Alors du coup, ils ont dû chercher qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir livrer quand même dans les 15 jours. Ils se sont creusés la tête pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir livrer. Pourtant, ils avaient déjà commencé des tas de trucs, mais ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient livrer. Ce qu'ils apprennent là, c'est que des logiciels opérationnels, c'est plus important que la documentation, même quand on a 250 pages de spec. Alors du coup, ils font une petite rétro, parce qu'ils essaient de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé dans ces 4 semaines maintenant qu'ils sont en train de travailler ensemble. Et ils découvrent que... Alors une rétrospective que j'aime bien, c'est la timeline, parce que si vous n'avez pas fait de rétro depuis longtemps, vous voyez sur la ligne de temps que vous devriez en faire plus souvent, parce que les tickets sont généralement répartis comme ça. Et en plus, les gens mettent des choses qui sont importantes pour eux. Vous voyez bien qu'ils n'ont pas les mêmes échelles de valeur. Plus drôle encore, quand vous leur dites mettez les choses positives le plus haut et les choses négatives le plus bas, il y a même des fois où vous devez dissocier et séparer le même ticket en deux, en mettant un lien entre les deux. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pas d'accord et qui sont pas prêts à dire que c'était négatif ou pas prêts à dire que c'était positif ou neutre. Mais ça, c'est des pépites, c'est des super sujets de conversation. Et donc, en faisant ça, ils en ont déduit que eux, un truc qu'il fallait qu'ils changent, c'était comment ils visualisaient leur travail entre eux. Parce qu'il y avait des choses qui étaient super importantes pour une équipe, dont les autres, c'était pas très important. Puis il y avait des choses mineures pour une équipe, qui en fait étaient très très importantes pour les autres. Et donc, du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de rendre leur travail visible. Alors, en plus, ils savaient tous qu'était un tableau représentant du flux à partir de ce moment-là. Donc, quand ils ont décidé de le faire, ils ont eu une idée intéressante. Et ils ont pu visualiser qu'il y avait des équipes qui étaient un peu embarrassées, qui étaient tout le temps bloquées, donc elles commençaient tout le temps quelque chose de nouveau, parce qu'en attendant qu'un jour, ils soient débloqués par une autre. Et là, l'équipe qui les bloquait s'est mise à se dire, ouais, en fait, peut-être que notre priorité, c'est ça, en fait.
Parce que eux, ils avaient un projet de créer un nouveau framework qui allait prendre un peu de temps et résoudre tous les problèmes, mais en attendant... Du coup, c'est intéressant parce que là, ils commencent à voir que la communication qui a un problème entre les équipes, c'est peut-être juste une façon de s'organiser. Que les dépendances qu'il y a entre les équipes, c'est peut-être juste un problème de communication, justement. Du coup, ils commencent à changer ça. Ils commencent à faire des choses différentes. Et à la prochaine livraison, là, ils livrent vraiment avec le client. Et ils vont vraiment montrer ce qu'ils ont fait. C'est quand même génial. Et là, ils vont apprendre à le faire. Parce que la première fois, ils ne vont pas être 5 étoiles non plus. Hein. On ne va pas rêver. Hein. Mais ils montrent des choses. Alors, je vais vous donner un exemple de trucs qu'ils ont montré, parce que c'était quand même assez drôle. Parce qu'on se rappelle, ils montrent pour avoir du feedback, on est d'accord. Et dans les specs, c'est écrit que lorsqu'un utilisateur arrive dans une nouvelle partie du site, il rentre et prend contact avec la marque. Et il y a une animation de 30 secondes qui est construite à partir d'extraits de films promotionnels qui permet d'entrer dans l'univers de la marque. C'est quand même génial. Et donc, les designers ont travaillé sur cette animation de 30 secondes et ils vont montrer ça à la fin du premier truc. Et en fait, au bout de... le client en face, il dit mais en fait c'est pas possible 30 secondes là. En fait, il faudrait que ça dure quelque chose comme, tu vois, je vois pas bien, mais oui, mais je sais pas exactement combien, mais ça va pas quoi. Oui, mais c'est dans les specs. Et du coup, en fait, il y a un des designers qui dit est-ce que vous êtes dispo demain matin parce qu'on peut faire des tests. Il y a des moyens de tester ça. On peut s'organiser, on peut tester ça. Donc ils vont enquêter, ils vont essayer d'expérimenter, de comprendre, de voir comment ça pourrait être fait. Alors je vous donne un exemple de design parce que c'est facile, mais en vrai, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Il y a de temps en temps des choses qu'on aimerait bien faire. On n'a pas vraiment beaucoup d'idées de comment on pourrait les faire, mais on peut expérimenter, enquêter, investiguer pour trouver comment on va le faire. Faire des specs, c'est vachement bien. Le faire avec le client, c'est encore mieux. Donc ils font ça, et ils trouvent la meilleure façon de le faire. Alors c'est super parce que ça nous permet de toucher du doigt la troisième valeur, c'est la collaboration, c'est mieux que le contrat. Sauf que je vous rappelle qu'ils ont un bon contrat, et que même si le client est super content, ils ont quand même un bon contrat. Donc apprendre à évoluer autour de ce contrat, c'est pas si facile. Alors ça va causer quelques problèmes à Valérie, qui elle va devoir gérer un différentiel entre les specs et ce qu'on est en train de faire. Et elle a un accord des deux DG des structures que si le plus ou moins il n'est pas trop gros, ça va. Mais si on s'éloigne trop du plus, on peut négocier le délai et l'argent. Surtout, il y a un autre truc que dit le client, c'est en fait, on voit les choses arriver. On voit le truc arriver. En fait, ça marche déjà. Enfin, il y a des bouts qui marchent, tout ne marche pas, mais il y a des bouts qui marchent. On voit que c'est en train de se construire. Donc, en fait, on commence à avoir confiance dans cette relation. Donc, finalement, les pénalités, c'est peut-être pas ça qui va nous faire réussir. Alors ça lui pose des problèmes, mais elle a cet accord. Ça change un peu, ça touche un peu les courages des gens. C'est un bon contrat, des bonnes pénalités de retard, puis finalement, ça n'a pas l'air d'être ça qui va faire le succès. Ça me permet de parler d'un autre contrat, c'est celui que l'équipe est en train de construire. Et l'équipe, elle est en train d'écrire son propre contrat. Parce qu'en fait, ça définit comment ils collaborent. Alors, une des façons que j'aime bien de faire quand on écrit un contrat d'équipe, qui a déjà une équipe existante, qu'on n'est pas en train de la former, c'est de leur poser 6 questions. Alors, c'est les 6 questions qu'utilise Patrick Lencioni dans son livre The Advantage. Mais tout le monde a besoin d'un bon contrat. Si vous allez lancer des haches, par exemple, si vous allez à Durham, en Caroline du Nord, on peut lancer des haches sur des cibles et boire des bières. Ça me paraît hyper compatible. Il y a besoin d'un contrat. Voilà. C'est facile. Et ils sont super sérieux. Hein. Les coachs de lancer de hache, ils rigolent pas. Hein. Ils vous font vraiment lire le contrat. Ils vous expliquent aussi que le gars qui fait 2 mètres à l'entrée, si vous ne respectez pas le point 5, vous n'allez pas rester. Et donc, un bon contrat dans une équipe, c'est important. Et donc, Patrick Lencioni pose 6 questions comme ça, qui sont super intéressantes. Vous remplissez ça dans un document partagé avec l'équipe, mais c'est super intéressant, parce qu'il y a plein de questions, en fait, on ne sait pas y répondre.
Pourtant, c'est ce qui va définir l'équipe. C'est juste simple, c'est facile. C'est un bon exercice à faire et à refaire. Et ça, c'est apprendre à collaborer, parce qu'en fait, on ne sait pas collaborer. Moi, je dis toujours, je sais super bien collaborer. Sur mon CD, c'est écrit « collabore vachement bien », tout. Mais en vrai, on prend 5 personnes au hasard là, dans l'assemblée et on me dit « vas-y, va collaborer avec eux ». Moi, je ne suis pas sûr que je sais bien collaborer avec ces gens-là. Donc apprendre à collaborer, il faut investir du temps là-dessus. C'est pas si simple. Il y a des gens qui font du développement logiciel dans la salle? Ok. Oui, parce que le manifeste, vous avez vu au départ, c'est quand même... on apprend des façons de mieux développer des logiciels. Et il y a un truc dans cette équipe qui était super intéressant, c'est l'excellence technique. Parce que le DG, lui, il était sous la pression de ses pénalités de retard, en fait. Et donc, tous les trucs qui pouvaient être pas aller dans le sens de livrer, ça l'inquiétait beaucoup. Et il n'avait pas de bol, parce qu'il avait embauché un CTO qui était super bon, et qui disait, en fait, il faut prendre du temps pour pouvoir en gagner. Il disait pas perdre, hein, il était quand même pas fou, il disait prendre. Mais du coup, il faisait des trucs super sympas, il faisait des dojos du CTO. Bon, il faisait ça le soir, donc c'était vraiment vu comme étant en plus du travail. Mais on n'est pas loin d'un truc bien, quoi. Et c'était super intéressant ce qu'on pouvait apprendre. Pourquoi? Parce que, en fait, prendre du temps pour apprendre à mieux faire quelque chose, eh bien, ça nous permet d'en gagner. Et ça nous permet d'en gagner en tant qu'équipe, parce qu'on a tous appris à faire les choses un peu différemment. Et dès qu'on a un tout petit peu d'expérience professionnelle, ben, on s'est trouvé des façons de faire qui sont super sympas. Ou on a appris des façons de faire qui sont super sympas. Il y avait un atelier tout à l'heure de TDD avec Christophe, c'est ça? Christophe Cadillac. Oh, putain, qui était excellent. Si vous avez envie d'avoir un atelier comme ça, dites-lui, viens faire ton atelier dans mon entreprise, c'est génial. Parce que c'est ça. Il faut prendre du temps pour pouvoir en gagner. Il faut apprendre à être meilleur dans son métier, quel que soit le métier. Là, on parle de développement logiciel, mais on pourrait parler de n'importe quoi d'autre. À un moment donné, l'excellence technique, c'est primordial. Et c'est ça qui fait la collaboration, et c'est ça qui va faire un bon produit à la fin. Parce que vous allez apprendre à exceller, à devenir meilleur. Et c'est peut-être ça qui est un truc super important, c'est devenir le meilleur que l'on puisse être, c'est peut-être ça la véritable noblesse. Pas devenir meilleur qu'un autre, hein, devenir le meilleur qu'on puisse être soi. Et c'est ça qui fait une équipe. Alors à la fin, ils ont quand même réussi à livrer leur projet, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont livré quelque chose qui n'était pas ce qui était dans les specs, et ils ont décidé de continuer à faire évoluer ça pendant les mois qui ont suivi. Donc ça, c'était plus un projet qui avait une fin, c'était un produit qui allait continuer à évoluer. Ce qui est plutôt intéressant. Ils n'ont pas discuté de pénalité de retard, et ils ont continué à avoir une relation intéressante. Et ils étaient super rigolos parce qu'ils ont appris à célébrer leur petite victoire. Ils n'ont pas juste fêté la fin de la livraison, ils ont fêté beaucoup, toutes leurs petites victoires. Et ça, c'est super. Et donc ça nous amène à se dire, bah, la phase de productisation, elle est super intéressante si j'arrive à utiliser ces outils et ces pratiques pour aller plus loin. Et le manifeste agile, il est intéressant parce qu'il nous ouvre cette phase de productisation. Qu'est-ce qu'il y a après? Alors, autour de 2015-2016, il y a eu beaucoup d'agile bashing. Et, parce qu'Agile était mort, on m'a volé mon Agile, il n'y a pas de développeurs dans l'Agile, il n'y a que des agilistes. Je n'ai pas compris, parce que du coup, je croyais qu'on pouvait faire les deux. Donc j'étais embêté. Et il y a eu en même temps, à peu près, l'émergence de nouvelles approches inspirées des valeurs originales. Donc c'est intéressant parce que on peut se dire, bah, c'est du développement logiciel, et c'est vrai, mais ça pourrait être autre chose. On pourrait chanter, cuisiner, ça marcherait pas mal. Hein. Alors ce serait plus Agile Manifesto. Et donc cette réinvention, ben, on voit des gens qui essayent de trouver des moyens d'expliquer les valeurs et de s'abstraire des outils et des pratiques. Mais pour moi, les outils et les pratiques sont super intéressants si notre but, c'est pas seulement de livrer des choses, c'est d'apprendre les principes et les valeurs sous-jacentes. Parce que je le rappelle, il faut que ça touche quelque chose. Si ça touche rien, si ça vous fait rien d'utiliser un truc, il ne faut pas le faire. Hein. Parce que ça ne doit pas changer grand-chose pour vous. Hein. Ça, autre chose. Mais quand ça touche vos croyances, là, quand ça réagit un peu, là, c'est bon, ça.
Et cette phase de réinvention, on peut l'écrire ensemble. Et c'est là où je dis, pour le réinventer, il faut utiliser le pouvoir que vous avez. Et c'est quoi votre pouvoir? C'est quoi votre responsabilité dans tout ça? Ouais. Vous allez me dire, ouais, mais moi, dans mon rôle, j'ai un tout petit rayon d'action. C'est embêtant parce que tu n'as pas beaucoup de place pour bouger. Alors je vais dire, ok, d'accord, tu as un petit rayon d'action, déjà dans ce rayon d'action, tu peux faire quelque chose. C'est déjà une bonne chose. Mais autour de ça, il y a quoi? Il y a ce qu'on peut influencer. Là, ouais, mon influence est limitée, c'est quand même pas de bol. Alors qu'est-ce qu'il y a autour? Le vide. S'il n'y a rien que sur lequel tu puisses agir, rien que tu puisses influencer, qu'est-ce qu'il y a après, quoi? Il y a des gens qui appellent ça la soupe. J'ai perdu leur nom. C'est pas grave, on le retrouvera tout à l'heure. Et alors, pourquoi la soupe? Ils disent la soupe. Est-ce que tu veux vraiment manger une soupe froide sans goût? La soupe qui t'est présentée, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, moi, j'allume le feu en dessous. Et qu'est-ce qui va se passer? Rien. Si le pot de soupe est très gros, si quand j'allume le feu en dessous, j'allume, rien. Au bout d'un moment, il se passe quelque chose. Il y a une petite bulle qui remonte à la surface. Ça commence à chauffer doucement. Et toutes ces petites bulles, là, c'est des idées là, qui commencent à émerger. C'est des trucs qu'on peut partager. Puis si j'ajoute un peu de sel, peut-être que ça ne change pas beaucoup le grand pot de soupe, ou un petit peu de poivre. Mais petit à petit, si on est plusieurs à faire ça, ça peut peut-être changer le grand pot de soupe, non? Donc il y a toujours un moyen de trouver comment on pourrait influencer ça. Et ça, c'est intéressant. Alors ce matin, Jürgen a parlé des OKR, et du coup j'ai rajouté cette section, parce que j'aime vraiment beaucoup utiliser les OKR, et je trouve qu'on pourrait même les utiliser à un niveau individuel. Donc je voudrais vous montrer comment on pourrait les utiliser. Il y a une technique, il y a Goïko Hadji qui était venu à Gilles Tour Bordeaux il y a quelques années, peut-être certains l'ont vu, et il a écrit un truc sur l'impact mapping qui est vraiment utile. Et faire des OKR avec l'impact mapping, c'est super pratique. Alors l'impact mapping, c'est très simple. On commence par le pourquoi, et on regarde qui sont les acteurs qui sont impliqués, on regarde comment ils devraient changer de comportement, et seulement après, on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, vous allez me demander, mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Et justement, oui, je pourrais vous donner un exemple, ça tombe bien. Et alors, l'exemple, c'est quoi? On veut faire un fantastique pique-nique, c'est notre pourquoi. Bon, avec qui? Avec notre amoureux ou notre amoureuse. Bon, alors qui d'autre? Ce qui serait embêtant, c'est qu'il y ait des moustiques. Quel comportement on voudrait que les moustiques adoptent pour qu'on ait un fantastique pique-nique? On voudrait qu'ils ne piquent pas. Ou qu'ils ne viennent pas. Et une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on peut avoir des objectifs et des résultats clés. Alors le résultat clé, c'est pas ne pique pas, ce serait aucune personne n'a été piquée au cours du pique-nique. Ce serait un beau résultat clé. Et donc c'est facile de faire des OKR comme ça. Et pourtant, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire. Je peux planter des plantes qui repoussent les moustiques tout autour, ils ne viendront jamais. Et donc, ils ne piqueront pas. Je peux faire des tas de choses différentes. Donc ça peut être utile parce qu'on peut l'utiliser pour soi. D'ailleurs, je vous recommanderais de commencer par vous. Pour son entreprise, pour son équipe. Parce qu'on se pose la question du changement de comportement. Et quand on touche au changement de comportement, on touche à ce qui est important pour nous. Alors, est-ce que c'est possible dans votre organisation à vous? Moi, on me dit toujours, Jürgen en parlait ce matin, il y a les startups et les autres. Alors, est-ce que c'est possible dans votre organisation de faire des choses comme ce qu'on a discuté là? Oui? Ouais. Ok. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, non, c'est pas possible dans mon organisation parce que nous, on a des processus établis, on est bien installés, c'est pas facile, quoi. Alors, si on était une start-up, on partirait de zéro, donc ce serait plus simple. Alors, je vous présente le docteur Stock Photo. Alors, vous imaginez, vous allez chez le docteur Stock Photo et il vous dit, alors, mon pauvre monsieur, mon pauvre madame, vous êtes malade.
Donc j'ai appelé vos parents pour leur dire qu'ils repartent à zéro. Ouais, si c'est pas possible dans votre organisation, c'est ça. Hein. C'est en gros, c'est possible dans les startups, donc on repart à zéro. De 9, c'est bon. Une fois que c'est commencé, c'est foutu. Vous êtes né, c'est foutu. Mince, alors quand même, c'est embêtant. Donc la seule réponse raisonnable, c'est le changement. Et si le changement, il commence là, bah, ça veut dire qu'il commence par vous. Et il commence par les relations que vous allez traiter, que vous allez créer. Il commence par ces conversations que vous allez commencer autour de vous. Et par toutes ces choses que l'on a vues pour qu'on puisse aller progressivement vers l'équipe, collaborer et construire quelque chose. Je n'ai pas dit que ça allait être toujours facile. Hein. Mais de ces frictions vont naître des choses qui vont être intéressantes. Et c'est comme ça que vous allez changer vos équipes. Et c'est ça votre véritable pouvoir. C'est vous qui pouvez commencer. Et j'espère que vous allez commencer maintenant. Merci beaucoup. Est-ce que tu crois qu'on a du temps pour les questions? On a du temps pour les questions? Alors, dans la salle, il y a des gens qui ont des questions. Et donc là, c'est maintenant en fait, qu'il faudrait qu'ils les posent. On peut passer quelques minutes à attendre que quelqu'un se décide. Si ça vous fait plaisir, on fait ça. Le temps que vous voulez. On est tranquille, on est relax là. Ils ont dit, on peut attendre une petite vingtaine de minutes. Au bout d'un moment, c'est... Ouais, facile. On est bien là. Un moment... Ah! Là, au milieu, là. Tu peux m'amener un micro parce que sinon, il va pas... Merci beaucoup. Roulement de tambour. J'ai une petite question sur l'ordre de grandeur de temps que prend ce type de changement, en général dans des organisations un peu rigides. Oh, tu l'as voulu, hein. La question, hein, c'est tout allait bien, j'étais tranquille, et juste sur la fin, le petit qualificatif qui est un peu rigide. Bon, le truc bien, c'est qu'on peut définir un peu rigide, ce qui fait que ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais je crois que c'est ça un petit peu le problème, c'est que si je pouvais dire, bah en fait non, mais un changement comme ça, moi j'ai deux dosages, j'ai le 500 mg et j'ai le 1 g carrément. Et le 500 mg, on peut vous faire un traitement en 6 mois, c'est bon. Avec le 1 g, je peux vous raccourcir le traitement en 1 mois. C'est assez délicat parce que sans idée du contexte, on ne peut pas vraiment savoir combien de temps ça prendrait. Et puis, quand est-ce que ce sera fini? Parce que eux, là, ils continuent à livrer leur truc, là. Hein. Ça fait des années, maintenant. Alors, c'est plus les mêmes gens, il y en a plein qui ont changé, ils sont partis faire autre chose, etc. Mais ils continuent. Donc, est-ce qu'ils ont fini? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils inventent des nouveaux trucs? Oui. Est-ce qu'ils les partagent? Oui, en plus, c'est pas mal. Donc, d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on veut aller? Et est-ce que ça va se terminer un jour? Donc, je ne sais pas vraiment répondre à ça. Le truc que je sais, c'est que ça commence par connaître les gens avec qui on travaille. Et donc, une fois que vous connaissez les personnes, leur motivation, que vous avez touché un peu leurs croyances, et que vous comprenez pourquoi ils sont là, ben, il se passe quelque chose là. Donc, ce premier pas de connaître toutes les personnes avec qui je travaille, il est juste énorme. Parfois, vous pouvez le faire en une journée, parce que vous ne travaillez pas avec beaucoup de monde. Parfois, ça va demander plus de temps, parce que justement, juste l'idée que vous allez avoir un rendez-vous pour parler de vous avec quelqu'un, parfois ça va prendre un peu de temps, parce qu'il va falloir quand même lui expliquer pourquoi vous voulez parler à quelqu'un. Pourquoi vous voulez mieux les connaître, comme ça? Qu'est-ce qui vous prend tout d'un coup? Donc ça va prendre plus ou moins de temps. Mais cette première phase-là, elle est vraiment super. Je sais, c'est pas exactement... Valérie, là, à partir de quel est parti le changement, elle avait un rôle un peu particulier quand même dans cette équipe. Est-ce que tout le monde aurait eu le même effet, la même possibilité de levier? Alors, il est vrai que Valérie, elle avait quand même un énorme avantage, c'est qu'elle était responsable du projet, donc elle pouvait gérer le budget, donc elle a pu embaucher Joël, et elle pouvait un peu décider comment on travaillait. C'est vrai.
Donc elle avait un énorme avantage dans cette histoire. Ce que j'ai vu dans d'autres équipes, c'est que ceux qui ont commencé le changement, c'était pas... Il faut arrêter de poser des questions, vous voyez bien qu'on dépasse l'horaire, là. Et c'était pas vraiment le responsable du projet qui décidait du fait qu'on allait changer. En fait, c'était plutôt le responsable du projet qui décidait qu'on allait continuer à faire comme on faisait depuis toujours et qu'on n'allait surtout pas changer. Et qu'en fait, c'était des gens dans l'équipe qui allaient dire je crois que ce serait mieux qu'on fasse autrement, là. Est-ce qu'on pourrait essayer autre chose? Vous avez vu que j'ai pas dit changer, hein. J'ai dit juste on pourrait essayer quelque chose. On se met dans une zone où on essaye. On n'a rien changé. Nous, on essaye juste autre chose. Et en fait, c'est souvent extrêmement efficace. Et c'est même souvent beaucoup plus efficace en vrai. J'en ai une aussi. Ça suit un petit peu la ligne de ça. C'est-à-dire que là, dans l'exemple que tu déroules, qui est très bien raconté, c'est Joël, il arrive de l'extérieur. Donc, c'est peut-être plus facile aussi, sous ce schéma-là, de venir échanger avec les personnes, poser des questions, remettre en cause des choses. Au niveau de l'intérieur, comment tu traduirais un petit peu ça différemment? Ouais. Alors, c'est vrai que pourquoi c'est plus facile quand on vient de l'extérieur? À l'extérieur, tout est mieux. C'est à l'intérieur, tout le monde sait que c'est pourri. Il n'y a que les gens de l'extérieur qui ne le savent pas. Et du coup, la relation directe, c'est qu'à l'extérieur, tout est mieux. Donc forcément, tous les gens qui sont à l'extérieur sont mieux. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Donc on a cette espèce de légitimité. On est le sachant sur un domaine. Alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Vous avez sûrement remarqué que dans vos équipes, avec les gens avec lesquels vous travaillez, il y en a qui sont meilleurs que d'autres à certains trucs. Vous avez sûrement remarqué ça. Moi, ça m'arrive tout le temps. Dans mon équipe, il y a plein de gens qui sont vraiment meilleurs que moi à pas mal de trucs. C'en est même un peu frustrant parfois, mais bon, ça c'est un autre problème. Ils sont vraiment super bons sur certains trucs. Il y a certains trucs, je sais que je suis meilleur qu'eux. Mais il y a... Enfin, le meilleur. Pas moi de le dire, mais... Ils sont vraiment meilleurs. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est de commencer à utiliser les gens qui sont meilleurs pour leur demander de faire des trucs sur lesquels ils sont meilleurs. D'aider les autres à apprendre quelque chose à ce niveau-là. Et en fait, quand on commence à faire ça avec les autres, en fait, au bout d'un moment, ils vous demandent la même chose. En fait. Donc quand vous voulez changer quelque chose, il y a sûrement des choses que vous allez apprendre dans ce domaine-là, qui vont faire que vous allez quand même, au bout d'un moment, devenir meilleur dans ce domaine. Et en fait, le fait de s'appuyer sur les forces des autres, ils vont avoir tendance à se dire, à agir de la même façon, et à s'appuyer sur vos forces. Et vous allez commencer à pouvoir faire des propositions qui sont différentes. Donc même à l'intérieur, ça peut être utile. Alors il y a des trucs qu'on peut faire, c'est, je l'ai vu dans pas mal d'entreprises ici, c'est le lunch pour... oui, par exemple. En plus, c'était j'aurais pu le dire ça. Et j'essaie de traduire ça, c'était compliqué, ça me parlait pas du tout. Oui, ça c'est une super pratique parce que vous faites découvrir des choses à vos collègues et on peut se dire si on arrive à créer cette zone où on peut essayer, on peut essayer quelque chose et ça c'est sympa. Donc ça peut valoir le coup. Ah, il faut le dire plus fort. T'as toujours le micro? C'est lui qui... Brown Bag Lunch, c'est des experts, des gens qui ont un sujet à présenter, qui se présentent un expert, qui peuvent intervenir dans des entreprises, qui se proposent à dispo. En fait, on les invite à midi en leur payant le plateau repas. Donc voilà. Et on se met tous autour du plateau repas et on échange sur un sujet en particulier. Voilà. C'est en général gratuit et c'est un bon échange. Ou alors on peut aller à un coding dojo organisé par Okiwill le lundi soir. C'est toujours le lundi soir ou pas? Voilà. Ou un meet-up. Il y a un truc facile là-dessus, c'est que ça fait venir au sein de l'entreprise. Donc c'est ça qui est facile et ça rejoint ta réponse. Très bien. Petite question, dans l'exemple que vous donnez, le client change. De mes expériences, c'est souvent le plus dur de faire bouger le client, puisque le client est demandeur et pense qu'il n'a pas à changer de son côté. C'est quoi les meilleures idées, actions, les choses qu'on peut tenter avec un client pour essayer de lui faire comprendre l'intérêt qu'il a à changer lui aussi sa façon de travailler et à venir travailler avec nous vers une solution qui convient à tout le monde?
l'exemple que vous donnez là avec le luxe, c'est exactement ce que moi je vis avec des clients qui travaillent dans le luxe et qui, quand ils nous demandent de coder un truc, c'est bon, on se revoit dans 6 mois, nous on veut plus en entendre parler et ciao. Comment vous faites pour changer ça? Ouais, mais en fait, c'est pas que dans le luxe, malheureusement, c'est un biais habituel. Il faut leur montrer quelque chose qui est intéressant pour eux. Pour eux. Parce que souvent, on les embête beaucoup à faire des specs, des trucs, des peurs, ils comprennent rien de ce qu'ils font, en fait. C'est très, très visible. La première fois qu'ils voient quelque chose qu'ils ont écrit dans les specs, là, on comprend que tout d'un coup, c'est la lumière. Là, ils voient ce qu'ils ont écrit. Donc là, ils se rendent compte qu'en effet, c'est de la faute de celui qui a écrit, qui n'a pas écrit ce qu'il voulait, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est un truc qui t'explique là sur le moment, où toi, tu comprends rien, et tu vois bien qu'il va falloir le construire, ce truc-là. Donc tu sens bien que c'est pas la bonne approche, quoi. On se revoit dans 6 mois, et on se fait un procès, quoi. Ça va être super sympa. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de leur montrer des trucs qu'ils avaient envie de voir, parce qu'ils étaient impatients de voir ce que ça allait donner. Donc pas leur montrer des trucs que toi, tu avais envie de faire, parce que ça avait une certaine logique dans la construction du projet. Non, leur montrer des trucs qu'ils étaient impatients de voir comment ça allait être, comment ça allait leur changer la vie, comment ça allait changer l'expérience. De leur montrer des trucs vraiment importants pour eux. Et là, qu'ils les voient, et qu'ils se disent « Oh là 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 là, ça va pas du tout aller, cette histoire. » Alors, pas du tout aller, mais quand même que ce soit suffisamment pas trop loin. Il ne faut pas que l'élastique soit trop grand, si tu le casses, quoi. Mais qu'ils se rendent compte qu'en fait, ça allait pas le faire, et que tu étais quand même super motivé pour leur faire un truc qui lui... Mais bon, pas trop loin pour péter l'élastique, quand même, parce que tu vas tirer, du coup... parce qu'eux, ils s'attendent à avoir un truc magique, et tout d'un coup, la magie n'opère pas. J'y mettrais bien Garcimore à ce moment-là, moi, je trouve. Non? Bon, ok. Il y a eu un veto définitif, pas de Garcimore. Est-ce que ça aide un peu? Mais vraiment montrer quelque chose qui est important pour eux. Hein. Donc, limite, leur faire... parmi tout ce on vient de décider, tout ce qu'on aurait à faire, qu'est-ce que vous voulez voir en premier sur, Non, tu leur demandes pas. C'est pas. toi qui dois deviner, en fait. D'accord. Oui, parce qu'en fait, ils te disent... En fait, c'est facile, leur réponse, elle est simple. Quand le client sait C'est ce qu'il tout, veut. mais dans 6 mois. Parce que le client ne sait pas forcément ce qu'il veut aussi. Non, hein, il sait pas. C'est là où c'est compliqué. Oui, il sait pas. C'est à toi de comprendre dans toutes les informations structurées qu'il t'a données, c'est comment tu vas faire pour trouver le truc qui est vraiment important. Et tu peux te gourer. C'est pour ça qu'il faut pouvoir avoir d'autres trucs. Toi, tu dis, bah, nous, en tant qu'équipe, on a travaillé là-dessus, dans ce domaine-là, depuis un certain temps. Un truc qui marcherait bien, ce serait ça. On leur montre. Mais c'est vraiment... Alors, c'est un petit pari, hein, mais petit. Ouais? Il y avait une autre main? Ouais. Par là, là? J'ai aussi une question sur la conduite du changement, mais plus côté équipe. Il y a des équipes avec qui j'ai travaillé où ça leur convenait très bien d'avoir 200 pages de spec et de faire leur travail dans leur coin. Comment on peut les amener à aller vers l'agile sans leur imposer, entre guillemets, quand l'équipe est obligée de rester la même? Ouais. Alors moi aussi, je suis d'accord. Je trouve ça super quand il y a quelqu'un qui me dit tout ce que je dois faire. Parce qu'en gros, je suis en vacances. Parce que va me dire ce que je dois faire. Moi, tu me le dis. D'abord, généralement, la personne qui te dit ce qu'il doit faire, il y en a une, et puis il y a 10 personnes qui doivent faire ce qu'il doit faire. Donc là, normalement, j'ai du temps. Et puis, c'est relax comme truc, hein. Je peux faire des trucs à côté, moi. Donc c'est pas mal. Donc en fait, c'est une situation assez confortable. Alors c'est pas forcément ultra motivant, mais si tu trouves ta motivation ailleurs, c'est bon. Donc c'est une situation confortable. Après, si tu me dis, on va faire de l'agile, moi, je sais pas trop pourquoi je ferais ça. Moi, qu'est-ce que j'y gagne, moi? Comme ça. Comment ça va être mieux? De collaborer? Moi, je suis pas sûr que j'ai envie de collaborer, moi. En plus, je les connais pas, les autres, d'abord, pour commencer. Et puis, j'ai pas très envie. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'il va falloir faire pour pouvoir démarrer cette idée que si on fait des choses ensemble, en fait, c'est mieux. C'est-à-dire que je vais apprendre quelque chose que je pourrais réutiliser ailleurs, et le résultat est mieux. Et le fait de le faire, c'est plus satisfaisant. Je vais encore parler de toi, là. Tout à l'heure, Christophe disait, et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire du TDD. Il y a des gens qui font du TDD dans la salle? Est-ce que c'est sympa de faire du TDD? Ouais. C'est quand même fort, non? Vous vous rendez compte? Les gars, ils développent du logiciel, hein, comme avant. Ils font toujours du logiciel. Mais ils font du TDD, c'est mieux. Ils prennent du plaisir à le faire. Alors, évidemment, on ne peut pas le décréter. Si c'est pas comme ça que je vais vous motiver à faire du TDD. Peut-être, remarque. Mais
vous ne pouvez pas dire aux gens, fais du TDD, tu vas te faire plaisir. Mais peut-être qu'à un moment donné, s'ils arrivent à trouver une zone d'expérimentation, ils peuvent expérimenter ça, bah, il faut changer cette relation. Ce qu'on fait, c'est intéressant. Généralement, on a choisi un métier pour une raison. Donc, il faut apporter des choses qui vont faire que les personnes vont apprendre et se faire plaisir à faire quelque chose. Et ça commence par des toutes petites choses. Il faut être patient un peu. Quand c'est une équipe installée qui n'a pas vraiment de motivation pour changer, il faut être un peu patient. Après, il y a toujours la pression externe. Hein. Le principe de changement de coteur, c'est ça. Hein, c'est créer un sentiment d'urgence. J'étais dans des équipes, c'était super intéressant comme ça. Créer la panique, les meilleurs partaient. Donc toutes ces techniques de conduite du changement par l'extérieur, en mettant une pression extérieure sur l'équipe, elles marchent moyennement bien. Donc c'est comprendre les motivations des uns et des autres pour comprendre pourquoi ils sont là en fait. Parce que souvent en fait dans leur motivation, on va trouver quels sont les trucs qu'on pourrait faire ensemble qui vont faire qu'on a vraiment envie de le faire. Et ça c'est quand même magique. Parce que de temps en temps, on se dit « Ah ouais, lui il aime ça, lui il aime ça, lui il aime ça. » Et en fait on n'en avait jamais parlé avant. C'est intéressant parce que en fait par rapport à notre boulot, ces trois trucs-là, ils sont connectés. Donc c'est une enquête, vous jouez au Cluedo. Ouais? Alors, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais il a dit... Fini. Alors, ceux qui ont posé des questions, ils ont gagné à la loterie des livres. Et donc, ils peuvent venir prendre un livre à la fin. C'est quand même chouette, non? Et il a dit plus de questions, c'est pour ça, c'était compliqué. Hein, ouais, je sais. Merci à tous en tout cas.